On continue aujourd'hui avec la deuxième partie du dernier chapitre du thème 2 de chimie, donc alcanes et alcools. On va voir dans ce chapitre les températures de changement d'état des alcanes et des alcools, on va les comparer entre elles, et on verra comment appliquer ces propriétés à certains domaines de la chimie. On parlera aussi de solubilité, on essaiera de comprendre pourquoi certaines substances sont solubles dans l'eau et pas d'autres, entre les alcanes et les alcools. Et on arrivera enfin à la combustion et à la quantification de l'énergie libérée lors de la combustion d'un alcool, notamment. Et on essaiera de quantifier bien l'impact écologique en fait de ces combustions. Allez, c'est parti. Les températures de changement d'état. Donc on va parler de température d'ébullition. On va comparer pour un même nombre de carbone, pour des chaînes linéaires, la température d'ébullition d'alcane et d'alcool. Regardez ce graphique. On a en ordonnée les températures d'ébullition, d'accord, et ici, en abscisse, le nombre de carbone. Donc on peut comparer, par exemple, pour un carbone, la température de changement d'état de l'alcool et de l'alcane. Ici, la température d'ébullition pour deux carbones entre l'alcane en bleu et l'alcool en rouge, et etc. Donc j'aimerais que vous trouviez la réponse à cette question. Quel va être l'impact du nombre de carbone d'une manière générale, que ce soit pour un alcool et pour un alcane, sur la température d'ébullition de celui-ci? Bon, là, la réponse est assez simple, en fait. Plus le nombre de carbone va augmenter, que ce soit pour l'alcool ou pour l'alcane, plus la température d'ébullition va être importante. L'explication est simple. Plus une molécule va avoir de carbone, plus elle va être volumineuse, et plus elle sera polarisée, en fait. Et le fait qu'une molécule soit polarisée, souvenez-vous, ça va induire des interactions de type Van der Waals. Donc plus on va augmenter la polarité, plus les Van der Waals seront intenses, et du coup, plus il faudra fournir d'énergie pour faire changer l'état à la matière. Maintenant, on va essayer de comprendre pour un même nombre de carbone la différence de température d'ébullition entre les alcools et les alcanes. Donc prenons par exemple pour 2 carbones et pour 7 carbones. Donc ici, on peut voir que l'alcane a une température beaucoup plus faible d'ébullition que les alcools. Pareil pour 7 carbones. Bon, donc essayons de comprendre ce qui se passe. En fait, le fait que la température d'ébullition soit plus importante pour les alcools doit s'expliquer par rapport à des interactions. Il y a une interaction qui stabilise en fait la solution alcoolique. En fait, les molécules doivent avoir des interactions les unes aux autres pour stabiliser le système en fait. Bien, si on regarde la structure de ces alcools, on peut voir qu'il peut y avoir formation de liaisons hydrogènes. Souvenez-vous, tous les prérequis sont là. On a un hydrogène lié à un hétéroatome, c'est-à-dire un atome électronégatif ici, un oxygène, qui est aligné avec un autre atome électronégatif qui possède des doublés non liants. Ici, c'est un oxygène. Et donc, on a tous les prérequis pour former une liaison hydrogène entre deux molécules de méthanol ici. Donc là, j'ai pris le méthanol, hein, ça aurait pu être, j'aurais pu prendre n'importe quelle molécule pour l'exemple. Hein. Bref, en tout cas, c'est bien cette formation de liaison hydrogène qui fait que la solution alcoolique est stabilisée et qu'il faudra fournir plus d'énergie pour la faire changer d'état, à savoir ici la faire bouillir. Maintenant, si on se pose la question, si les ramifications augmentent, que ce soit pour les alcools ou les alcanes, comment devrait évoluer la température d'ébullition? Alors réfléchissez bien par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette partie, vous pouvez mettre pause et réfléchir un instant. Eh bien, si les ramifications augmentent, ça va éloigner les molécules les unes des autres, et du coup, ça va baisser les interactions intermoléculaires qu'il pourrait y avoir. Et du coup, la température de changement d'état va diminuer. Voyons ensemble maintenant comment exploiter cette propriété. Donc on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la distillation fractionnée. En fait, c'est une méthode très utilisée en chimie puisqu'elle permet de purifier des mélanges. Je m'explique. Vous devez savoir que la température de changement d'état d'un corps pur est caractéristique à celui-ci. Par exemple, l'eau bout à 100 degrés, un alcool va avoir sa propre température d'ébullition.
D'accord? Chaque substance a une température d'ébullition qui lui est propre. On va donc, pour un mélange de différentes substances liquides qui seraient complètement miscibles, on va pouvoir séparer chaque substance qui constitue ce mélange. Pour ce faire, il nous faut un montage qui permette d'avoir un chauffage progressif du mélange. Regardez ici, on a un chauffe-ballon qui va chauffer le mélange ici. Donc ce mélange va se mettre à bouillir et la substance la plus volatile va s'évaporer en premier. Le gaz va monter le long de la colonne de Vigreux qui va permettre d'avoir une température constante ici, qui sera mesurée par le thermomètre. Le gaz ainsi formé va passer par ce réfrigérant droit et sera recondensé pour être recueilli ici. Donc, lors du changement d'état, la température sera constante pour cette première substance. Dès que la première substance sera définitivement éliminée du mélange, eh bien, la température pourra à nouveau augmenter pour faire évaporer la deuxième substance, etc., etc. Donc, pour voir si vous avez pris assez de notes et surtout si vous avez compris, essayez de répondre à la question suivante. Je vous laisse mettre pause et réfléchir. Donc, on voit ici qu'il y a de l'heptane et du pentane, donc deux substances. Donc, combien de fractions seront obtenues? Ben, évidemment, 2. Hein. Et dans quel ordre les espèces seront-elles recueillies? Donc, vous avez dû retenir tout à l'heure que plus on augmentait le nombre de carbone, plus la température d'ébullition allait augmenter. Donc, bien sûr, c'est le pentane qui a 5 carbones qui va sortir en premier, puis l'heptane. Penchons-nous maintenant sur le problème de la miscibilité. Alors la miscibilité, c'est en fait quand on a par exemple plusieurs substances liquides, lorsqu'on va les mélanger, si ça ne forme qu'une substance homogène, hein, c'est-à-dire un liquide d'une seule phase, eh bien les produits sont dits miscibles. Alors le problème c'est que on sait que l'alcool est miscible à l'eau, alors que les alcanes ne le seront pas. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Vous avez dû voir dans les chapitres d'avant, la notion de solubilité était due aux interactions qu'il pouvait y avoir entre le soluté et le solvant. Et bien c'est la même chose ici. Si on prend un alcool, par exemple ici l'éthanol, on constate qu'il va pouvoir avoir des interactions de type liaison hydrogène avec les molécules d'eau. Du coup, on dit que le groupe hydroxyle est hydrophile, c'est-à-dire qu'il aime l'eau, il arrive à se lier à l'eau, alors que la chaîne carbonée qui est derrière, elle sera hydrophobe, car elle n'est pas miscible à l'eau. Pour la prise de notes, vous pouvez prendre le schéma suivant. Donc vous devez vraiment retenir ça. Il y a formation de liaison hydrogène entre les groupes hydroxyle et les molécules d'eau, ce qui va stabiliser et rendre miscible l'alcool dans l'eau. Donc la solubilité d'un alcool va forcément diminuer avec le nombre de carbone, puisque plus vous allez rajouter une chaîne carbonée qui est hydrophobe, et bien moins l'alcool sera soluble. Une petite remarque, souvenez-vous que la solubilité s'exprime en grammes par litre. Étudions maintenant la combustion. Alors, l'équation de combustion déjà. D'une manière générale, on prendra toujours comme carburant un hydrocarbure ou un alcool, donc le carburant c'est ce qu'on va brûler. Le tout devra être en contact avec ce qu'on appelle un comburant qui va entretenir la combustion. Et forcément, dans ce type de configuration, si la combustion est complète, on obtiendra du dioxyde de carbone et de l'eau de manière systématique. Ça doit être automatique. Vous ne vous posez pas de questions. Voyons ça avec un exemple. Le butane, de formule brute, c'est 4H10. On va le mettre en présence d'un comburant, du dioxygène, et on sait que ça formera du dioxyde de carbone et de l'eau puisque la combustion sera complète. Pour ajuster, vous devrez toujours appliquer la méthode suivante. Je commence par ajuster les carbones. Ici, on voit qu'il y a 4 carbones, donc je dois me débrouiller pour qu'il y en ait 4 à droite aussi. Voilà la seule molécule où apparaît le carbone. On va donc faire apparaître 4 carbones en mettant le coefficient stoichiométrique 4. Ensuite, on s'occupe des hydrogènes. Ici, on voit qu'il y en a 10. Donc, la molécule qui utilise les hydrogènes est ici. Donc, on voit qu'il y a un 2 ici. Donc, il suffit de mettre 5 pour avoir, au final, 10 hydrogènes à droite. Et en dernier, on s'occupe des oxygènes. Donc, ici, j'ai 5 oxygènes, puisque 5 fois 1. Et ici, j'ai 4 fois 2 oxygènes, donc 8. Ce qui me fait en tout 13 oxygènes. Donc, à gauche, je regarde la molécule qui fait intervenir l'oxygène, c'est le dioxygène. Et donc, je dois trouver un chiffre ici qui une fois multiplié par 2,
me donnera 13, donc c'est facile, c'est 13,5. Donc là, on peut se dire que c'est terminé. Le problème, c'est que par convention, on n'a pas le droit d'utiliser de fractions pour les coefficients stoichiométriques. On ne doit avoir que des chiffres entiers. Donc il suffit de multiplier l'intégralité de l'équation par 2. J'aurai ainsi 2C4H10 plus 13O2, vous voyez la fraction a disparu, donnera 8CO2 et 10H2O. Voilà, cette méthode est systématique et doit être reproduite par cœur. Vous n'avez pas le droit de perdre du temps avec ça, attention. Maintenant, vous devez être capable également, pour pouvoir parler un petit peu de développement durable et de gaz à effet de serre, vous devez être capable d'évaluer la masse de dioxyde de carbone qui sera produite lors d'une combustion. Pour ça, c'est facile. Une fois qu'on a l'équation, il suffit, si on connaît la quantité de carburant qu'on avait au départ, eh bien, en utilisant un tableau d'avancement, on pourra arriver facilement à évaluer la quantité de matière de dioxyde de carbone qui sera formée, et enfin la masse de dioxyde de carbone qui sera formée. Bon, bien sûr, ici, vous pourrez avoir des difficultés. Est-ce que le comburant est en excès? Est-ce que je suis dans les conditions stoichiométriques ou pas? Enfin bon, voilà, il peut y avoir différents problèmes ici. On en reparlera en classe. Enfin, on va parler de l'énergie qui est libérée lors d'une combustion, que ce soit pour un alcane ou un alcool. En fait, on parle de réactions exothermiques, c'est-à-dire qu'elles sont capables de dégager de la chaleur. Donc l'énergie libérée lors de cette combustion devra être positive et exprimée en joules, comme d'habitude. Donc pour ça, c'est assez simple. E libre, comme libéré, sera égal à N, la quantité de matière de combustible qui a été brûlée, fois l'énergie molaire de combustion. Donc les unités, les énergies sont en joules et la quantité de matière en mol. Et l'énergie molaire de combustion, c'est un joule par mol, puisque en fait, ça consiste à dire qu'une mole de carburant est capable de libérer un certain nombre de joules. Donc vous voyez qu'en multipliant le nombre de moles à cette quantité-là, eh bien on obtient bien du joule. Ce sera l'énergie libérée au total une fois que toutes les moles de carburant seront brûlées. Donc EM combe, c'est l'énergie molaire de combustion. Ah oui, une remarque intéressante, c'est qu'on parle de réservoir d'énergie chimique lorsqu'on parle d'hydrocarbures ou d'alcool. D'accord? En fait, voilà, c'est un réservoir d'énergie chimique, c'est-à-dire que même si c'est dans un verre, dans un bécher, on met de l'alcool, et bien c'est un réservoir d'énergie chimique. Si je mets une flamme dessus, ça va brûler, ça va libérer de l'énergie, donc on libérera l'énergie qui était réservée. Alors pour finir et pour votre culture générale, on va comparer quelques ordres de grandeur de ces combustions. Donc pour avoir un ordre d'idée, le changement d'état va induire une absorption ou une émission d'énergie de l'ordre de 10 à 10 puissance 2 kJ par mol. Voilà pour la combustion, 10 puissance 3 à 10 puissance 4, ce qui est déjà beaucoup plus important. Et pour comparer encore, une transformation nucléaire, 10 puissance 11 à 10 puissance 13, qui est évidemment beaucoup plus important. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est la modification des équilibres climatiques et les pollutions atmosphériques. Bien sûr, une combustion génère, entre autres, du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, dont vous avez entendu parler en SVT, puis même avec moi. Et les pollutions atmosphériques, effectivement, le dioxyde de carbone possède des propriétés acides, et donc va contribuer à la formation de ce qu'on appelle des pluies acides. Bon, évidemment, en faible proportion, c'est plus le dioxyde de soufre, ce genre de gaz qui vont participer par la formation d'acide sulfurique aux pluies acides. Mais le CO2 apporte son petit lot d'acidité quand même à l'eau. Et donc, vous voyez sur cette image, on peut voir des roches qui sont complètement rongées par ces pluies acides. Donc c'est un vrai problème pour l'architecture en France et puis même dans le monde. Voilà, on a terminé ce chapitre 3, alcanes et alcool. À bientôt pour un nouveau chapitre.